Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a des news très intéressantes cette semaine-ci, déjà avec SpaceX qui prépare leur troisième lancement de Starship. Nous avons aussi OpenAI qui a sorti un nouveau modèle qui génère des vidéos qui est juste hyper impressionnant, qui s'appelle Sora, on va voir ça. Et puis on a aussi des news au niveau hardware, donc n'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus avec la table des matières et on commence tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Paperlike. Paperlike est l'écran de protection pour votre iPad qui donne l'impression d'écrire sur du papier. Les iPads sont géniaux pour dessiner, mais un écran classique en verre ne donnera pas la même sensation que du papier. Paperlike permet donc de protéger votre écran, mais aussi de donner cet aspect papier tellement plus satisfaisant. De plus, Paperlike 2.1 permet de donner un aspect papier tout en gardant la clarté d'image. Et ce grâce à leur technologie de nanodots répartis sur la surface en composite avancé. Il est donc meilleur que les anciennes versions en termes de clarté d'image, mais donne toujours la même sensation de papier que les utilisateurs adorent. Si vous avez déjà Paperlike en version 1 ou 2, c'est donc une upgrade non négligeable. Par ailleurs, la plupart des iPads sont supportés, du Pro en 12,9 pouces à même l'iPad de base en passant par l'iPad mini. L'installation est simple et vous aurez même deux écrans de protection fournis dans la boîte, un must pour le remplacer dans le futur en cas de chute ou de dégâts accidentels. Découvrez donc Paperlike en version 2.1 en suivant le lien dans la description. La première grosse news de la semaine, c'est que OpenAI a sorti un nouveau modèle d'IA qui s'appelle Sora. Sora est entraîné pour générer des vidéos à partir de littéralement rien, donc c'est de l'IA générative. Vous donnez juste du texte, genre génère-moi, je sais pas moi, une femme qui marche dans les rues de Tokyo avec une robe rouge. Et ben, Sora va vous faire ça, exactement. Donc oui, la vidéo que vous voyez ici est entièrement générée par une IA. Alors évidemment, ces modèles d'IA sont souvent entraînés sur des choses réelles, donc on lui a certainement donné beaucoup d'images, peut-être même des vidéos et tout ça pour arriver à générer ça. Donc il y a certainement des éléments que vous voyez sur cette vidéo qui viennent de la réalité en réalité. Elle reprend ces éléments-là, comme on l'avait déjà vu par le passé avec évidemment les IA génératifs qui font des images, mais ça reste toutefois hyper impressionnant, parce que jusqu'à maintenant, vous avez certainement dû voir des vidéos générées par une IA où on dirait que c'est juste un collage d'images générées par IA et d'une image à l'autre, ça varie énormément. Là, c'est totalement différent. C'est vraiment une vidéo, vous pourrez la regarder. Quelqu'un pourrait la poster sur un réseau social et se dire: ah oui, c'est juste une femme qui marche un petit peu en ralenti dans les rues de Tokyo. Et il y a beaucoup de personnes qui se feraient avoir. C'est réellement entièrement généré à partir de rien. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant ici. Les mouvements sont plutôt réalistes. On a les réflexions dans l'eau. Ça, c'est le truc que j'étais... What? D'où ils arrivent à faire des réflexions comme ça? Alors, quand vous regardez de plus près, et puis surtout là, je vous en parle, je sais pas pourquoi il y a ce bug par contre, vous savez que c'est généré par une IA parce que je vous l'ai dit. Et puis, vous allez commencer à regarder de plus près, notamment si vous regardez les gens en arrière-plan. Il y a des gens qui marchent un peu bizarrement et tout ça. Les mouvements aussi sont... Je trouve que dans la plupart des vidéos, il y a beaucoup d'exemples dans cet article ici d'OpenAI. C'est que la plupart des vidéos, vous regardez et ça donne un peu l'impression d'être fois un peu généré dans un programme 3D en fait. On verra plus d'exemples après. Donc quoi qu'il arrive, comme j'ai dit, cette vidéo a été générée en donnant un prompt genre « Hey, fais une femme qui marche dans les rues de Tokyo avec une robe rouge ». Et comme vous pouvez voir, c'est assez bien respecté. Là, ils expliquent comment ça fonctionne. Je vais être très honnête, moi, ça me passe au-dessus de la tête. Ce qui est intéressant de voir, c'est juste l'IA qui génère très vite fait un premier exemple, comme vous pouvez voir, qui fait extrêmement peur. Là, on a 4 fois la génération, et c'est déjà un peu plus réaliste. Et puis, 32 fois, et là, genre, honnêtement, c'est hyper impressionnant. Regardez ça, quoi. Encore une fois, c'est généré par une IA. Donc, ce chien n'existe pas, ou en tout cas, il n'est pas censé exister. Peut-être qu'ils ont copié l'image d'un vrai chien qui existe, je ne sais pas trop. Mais ce chien n'existe pas. Ce parc n'existe pas. Et pourtant, on a la vidéo qui paraît vraiment réaliste. Ils ont donné beaucoup plus d'exemples. Si vous avez des tortues qui nagent, un plongeur sous l'eau. Les glitches graphiques que vous voyez, ça vient du lecteur vidéo. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas dans la vidéo en tant que telle. C'est hyper impressionnant. Mais comme à chaque fois, comme je le dis, vous pouvez voir qu'il y a toujours des petits problèmes. Et puis, vous pouvez aussi voir que des fois, ça donne l'impression que c'est généré dans un programme 3D. Vous pouvez aussi faire des animations 2D, comme vous pouvez voir. Ça, c'est une sorte d'animation plus 3D. Là, on a encore un truc tout à fait irréaliste.
mais qui est très impressionnant. Si vous deviez faire ça en 3D dans un programme 3D, genre ça prendrait quand même pas mal de temps à mon avis. Et là, l'IA l'a fait en rien de temps, donc ça c'est très impressionnant. Je dirais que vraiment sa force ici, c'est que même si elle peut faire des choses très réalistes, peut-être que la meilleure utilisation c'est de faire des choses justement irréalistes. Comme ça, elle se débrouille très bien et vous n'avez pas besoin de le faire. Parce que si c'est juste faire une femme qui marche dans les rues, ça encore, vous pourrez aller le filmer assez facilement. Mais ce genre d'effet-là, par contre, bonne chance. Enfin, ça prendra du temps. On voit encore plus d'exemples. Ils ont aussi cet exemple qui est, selon moi, très intéressant. C'est fait pour donner l'impression que c'est juste une caméra, une GoPro sur un casque, et genre c'est quelqu'un qui descend une pente dans la forêt. Et comme vous pouvez voir, c'est plutôt bien fait. On voit clairement des problèmes, mais il y a aussi des trucs très impressionnants, genre l'ombre qui bouge selon la position du soleil, mais des fois aussi qui change totalement. Enfin, ça, c'est un peu bizarre. Donc là, la droite, donc le soleil est sur la gauche, on suppose, et puis là, d'un coup, l'ombre est de l'autre côté. Je sais qu'on tourne, mais de là à ce que l'ombre tourne aussi vite, pas forcément le plus réaliste. Donc, vous pouvez voir que l'IA a des fois un petit peu des problèmes avec les ombres, beaucoup de problèmes aussi avec les mains. Souvent, les IA ont énormément de problèmes avec les mains parce qu'elles comprennent juste pas comment ça fonctionne. Sur les vidéos, les mains peuvent bouger dans tous les sens et l'IA a juste énormément de mal à ce niveau-là. Mais ça reste quand même... Vous pourriez poster cette vidéo sur les réseaux sociaux et les gens se diront « Ah, il a été faire du VTT dans la montagne ou autre chose. » Il y a des gens qui ne réaliseraient même pas. Donc ça, c'est hyper impressionnant. On a aussi des trucs... là, ils montaient un peu des exemples d'animaux, mais moi, un qui m'a pas mal impressionné, c'est le fait que, oui, ils arrivent même à faire des images qui semblent, je dis bien semblent venir d'un jeu vidéo. Donc là, c'est clairement Minecraft. Et ça ressemble à Minecraft, mais ça ressemble pas à Minecraft à la fois. Genre le cochon n'a rien à voir avec Minecraft, on dirait du modé. Les items aussi dans la barre des tâches, on dirait des trucs modés. On voit des montagnes, on dirait les vieilles montagnes de Minecraft dans les bêta 1.7 et tout ça. Et puis on voit que la perspective est bizarre. On croirait qu'il y a un mode Minecraft pour faire l'impression que la Terre est ronde ou autre chose, pour ceux qui ont déjà vu ça. Il y a clairement des problèmes, mais c'est hyper impressionnant par rapport à ce qu'on avait vu avant. Un autre truc qui m'a impressionné, c'est dans cette vidéo, il y a un arbre volant. Et ça, pour ceux qui jouent à Minecraft, les arbres volants, ça arrive souvent. Le truc a généré un arbre volant. Alors, ça vient certainement d'une vraie vidéo, c'est ça que je dis. À mon avis, il s'inspire de choses, de vidéos réelles. Mais quand même, c'est impressionnant qu'il ait rajouté un tel détail. Là, on a un petit peu des trucs physiques de fait. Cette vidéo-là en particulier est très impressionnante. Ils lui ont donné un prompt en mode « Hey, génère quelque chose de cinématique, filmé sur du 35 mm, donc du film 35 mm. » Et comme vous pouvez voir, c'est un aspect un peu genre années 80, genre comme si c'était vraiment filmé, pas par une caméra digitale, mais sur du film. Et genre, c'est hyper bien fait. Il y a des trucs directement, vous allez le voir, genre quand le mec marche, c'est juste un peu bizarre, mais ça reste très impressionnant quoi qu'il arrive. Ensuite, on a une news follow-up concernant Xbox, parce qu'évidemment, il y avait plein de rumeurs avec une présentation qui allait arriver de chez Xbox, sur le futur d'Xbox. Est-ce que tous les jeux exclusivité Xbox vont finir sur PlayStation 5, ainsi que même Nintendo Switch? Et finalement, la présentation arrivée, c'était une sorte de podcast qui a duré pas mal de temps, et ça aurait pu être un email. Honnêtement, ça aurait pu être un email. Ils ont beaucoup parlé pour pas dire grand-chose. Et basiquement, non, Xbox reste toujours là. Les exclusivités qui avaient été annoncées, il y avait Starfield et aussi une autre, je sais plus quoi, finalement ne seront pas disponibles sur PlayStation 5. Il y a bien 4 exclus qui vont arriver, mais c'est des petites exclus qui sont déjà sorties depuis un moment sur Xbox. Et ça me paraît tout à fait légitime. C'est faire une exclue temporaire, pour moi, est peut-être le plus logique. Peut-être faire pendant un an, ou peut-être même un peu plus d'un an. Vous dites, ok, il sort sur notre plateforme pendant un an, et puis après, vous pourrez l'avoir sur PlayStation 5 ou autre chose. Comme ça donne quand même l'exclusivité, et puis après, tout le monde peut l'avoir. Ça me paraît tout à fait raisonnable. Mais évidemment, ils ne le font pas avec leur toute grosse licence. Donc ça, il faudra voir s'ils le feront dans le futur. Mais pour ceux qui s'inquiétaient, même si selon moi, j'ai déjà exprimé mon avis, mais le fait d'avoir des exclusivités sur console, je sais que c'est des fois une nécessité, parce qu'ils financent la réalisation de ce jeu, mais quoi qu'il arrive, c'est mauvais pour le consommateur. Le fait de ne pas pouvoir acheter un jeu parce que j'ai pas la bonne console, c'est mauvais pour moi, le consommateur, c'est mauvais pour vous,
Les seuls qui en profitent, c'est Xbox, PlayStation et ainsi que Nintendo, bien évidemment. Donc, j'ai déjà donné mon avis là-dessus, mais quoi qu'il arrive, ouais, Xbox continue d'exister. Ils ont teasé sur le fait qu'il y aurait du hardware qui arriverait fin d'année. Donc peut-être un refresh des Xbox actuelles. Il y a cette image qui a leaké d'ailleurs, qui montre une Xbox un peu arrondie. Pas convaincu par cette image. Personnellement, je trouve assez bizarre qu'il passe à un design aussi différent. Euh, mais apparemment, c'est une image vraiment leakée. Je ne sais pas trop. Moi, ça me paraît bizarre. Euh, c'est pas dans la logique de design de Microsoft de ces dernières années de faire un truc aussi arrondi. Ils sont plutôt boîtes, carrés, des angles et quelque chose de très épuré. Donc un rond comme ça, ce sera assez bizarre. Mais je veux dire, tout est possible. Quoi qu'il arrive, il y aura un refresh certainement des Xbox fin d'année. Peut-être un modèle plus petit, plus efficace au niveau énergétique, ce qui semblerait tout à fait logique, vu qu'on n'a eu aucun refresh des Xbox jusqu'à maintenant. Peut-être aussi l'ajout de quelques fonctionnalités, plus de stockage, du Wi-Fi 6E, ce genre de choses. Et il y a aussi une rumeur pour une console mobile. Oui. Donc on pourra voir arriver une Xbox mobile. Par le passé, il y avait des rumeurs d'une Xbox Boy ou je sais pas quoi, un jeu de mots sur Game Boy évidemment. Euh, C'était au temps de la Xbox 360, c'était jamais arrivé. Et là, peut-être que ça pourrait arriver. Honnêtement, personnellement, ça ne m'étonnerait même pas parce que avec le Steam Deck, les ROG Ally, le Lenovo Legion Go, ainsi qu'évidemment toutes les consoles qui sont arrivées avant, qui utilisent basiquement des processeurs AMD, des GPU AMD, des APU, un petit peu similaires à ce qu'on a dans les Xbox. Évidemment, la version Xbox est beaucoup plus puissante, mais c'est similaire. Beaucoup de ces consoles tournent sous Windows, qui est fait par Microsoft, et Microsoft est en train de travailler pour améliorer Windows sur ce genre de console. Donc, c'est tout à fait logique qu'ils se disent, hey, bah, tout le monde fait ça, on a vu que c'est populaire, il y a beaucoup de ventes qui se font, et si on le faisait nous-mêmes, en fait, autant récupérer une partie du gâteau et avoir un petit peu des profits grâce à ça. Parce que tenez compte que tous les appareils en dessous de 8 pouces ou même 10 pouces de taille d'écran qui ont Windows, Windows est gratuit. Ils ont fait ça pour essayer de casser en partie le marché des Chromebooks et aussi des tablettes mobiles. Évidemment, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Mais dans tous les cas, la ROG Ally, vous ne payez pas la Windows. C'est pour ça qu'elle est un petit peu moins chère. Donc, Microsoft, techniquement, ne fait pas vraiment d'argent, même si, évidemment, les gens qui jouent sur PC, ça peut finir par leur faire de l'argent s'ils achètent un jeu Microsoft ou autre chose, mais ils ne se font pas vraiment de l'argent directement. Donc, pourquoi pas prendre leur part du gâteau et faire leur propre console. Maintenant qu'ils ont vu que ça marchait, pourquoi pas le faire. Et tout est là, tout est vraiment là. Ils peuvent juste aller voir AMD et dire « Hey, AMD, tu nous fais un APU pour la Xbox, tu peux pas nous faire un nouvel APU RDNA 3.0 avec Weaker ou je sais pas quoi basiquement des specs similaires à la Xbox, surtout en termes, je dirais, de mémoire ainsi que de cœur CPU, parce que les développeurs sont habitués à avoir utilisé peut-être Weaker CPU. Donc, imitez les specs pour que vous puissiez tout simplement facilement prendre un jeu Xbox et juste le porter sur cette console mobile. Évidemment, il tournera à une plus basse résolution, évidemment, il tournerait à un plus bas niveau de détail, mais ce serait tout à fait possible de le faire. Et là, hop, ils auraient une Xbox mobile. Tout est déjà là, vraiment, pour le faire. Donc, pourquoi pas? Donc, on verra bien. Ce sera certainement fin d'année s'ils font quelque chose comme ça pour les fêtes de fin d'année. Mais en attendant, moi, je serais assez intéressé si Microsoft faisait sa propre console. Même si, évidemment, ce serait beaucoup plus fermé que les autres consoles. Et aussi, certainement... ce serait certainement moins cher pour ces Microsoft. Ils ont la force de pouvoir faire quelque chose de moins cher. Mais ouais, beaucoup plus fermé et ça m'intéresserait peut-être moins à cause de ça. Ensuite, tout en parlant de consoles qui pourraient sortir, eh bien la Switch 2 qui a beaucoup de rumeurs depuis de nombreuses années. Finalement, voilà quelques années, on avait eu une Switch OLED au lieu d'une Switch 2. Beaucoup de gens avaient été un peu déçus. On avait les rumeurs d'une Switch Pro, mais pas vraiment arrivé. Donc là, c'est plutôt la Switch 2. On ne sait pas comment elle s'appellera. Ce sera peut-être la Switch DS, la Switch U, peut-être. Connaissant Nintendo, le nom ne sera pas forcément logique. Le plus logique serait juste Switch 2, mais on sait très bien que c'est Nintendo, donc aucune garantie là-dessus. Ce qu'on a par contre de garantie, c'est que, bon, en tout cas selon les rumeurs, ça n'arriverait pas en 2024, ça arriverait plutôt en 2025, cette console. Pour la simple et bonne raison que Nintendo voudrait des jeux pour le lancement de cette Switch, pour promouvoir davantage la Switch.
et inciter les gens à passer dessus. Donc c'est tout à fait légitime. On sait déjà un petit peu ce que va sortir comme jeu Nintendo en 2024, parce que quoi qu'il arrive, c'est annoncé un petit peu à l'avance. Donc comme il n'y a pas d'énormes release, en tout cas qui arrivent très prochainement, bah, ce serait tout à fait logique, oui, qu'ils attendent un bon jeu pour promouvoir cette Switch 2 et surtout donner envie aux gens de l'acheter avec ce nouveau jeu. Il y a maintenant le sujet de la rétrocompatibilité. Est-ce que vous pourrez jouer à vos jeux Switch 1 sur la Switch 2? Et pour moi, ce serait tout à fait logique. Euh, Ici, sur la Switch 1, Nintendo utilisait évidemment une puce Tegra X1 de chez Nvidia qui a 256 cœurs basé sur CUDA cœur, basé sur l'architecture Maxwell, qui commence à dater, on va être honnête, c'est une puce qui date de 2015. Même si la Switch est sortie en 2017, oui, elle utilisait quand même une puce assez vieille. Mais le truc, c'est que cette puce, au niveau surtout graphique, il a fallu des années avant que les processeurs mobiles que vous avez dans les smartphones rattrapent la puissance graphique de cette puce. Vraiment énormément de temps. Par contre, la puissance CPU, il a fallu pas beaucoup de temps parce que le CPU de la puce Tegra X1 était plutôt meh. Et c'est justement, selon moi, la faiblesse de la Switch actuelle. Surtout quand vous jouez à Minecraft, vous le sentez que ce CPU est juste mauvais et il a du mal à générer des chunks ou autre chose. Enfin bref, dans tous les cas, ce serait logique que pour profiter surtout du ray tracing, profiter aussi des technologies d'upscaling et DLSS, qui est certainement l'une des meilleures, ben, ce serait logique que Nintendo passe à une puce Nvidia. Il y a évidemment les puces AMD qui sont vraiment pas mal, hein, mais elles utilisent des CPU x86, donc c'est plus pour faire tourner un vrai PC. Donc là, ça demanderait beaucoup de retravail de la part de Nintendo pour faire fonctionner sur une puce AMD. Donc c'est juste plus logique d'avoir une puce Tegra qui est du coup basée sur ARM au niveau du CPU et avec un GPU Nvidia derrière aussi. Et le truc, c'est que Nvidia a continué à faire des puces Tegra. Vous avez évidemment la Tegra X1, comme j'avais dit, ils ont fait une X2, et plus récemment, ils ont même sorti des puces sous le nom de code Orin, et Orin utilise un GPU Ampère. Ampère, c'est évidemment le GPU dans les RTX 3000, qui est capable évidemment de faire du ray tracing, et surtout a le support de DLSS. Et du coup, ce serait le choix le plus logique. Surtout qu'à l'heure actuelle, Orin est un petit peu la dernière puce que vous pouvez vraiment utiliser. Si vous regardez, on a bien une puce Grace, mais Grace est fait pour tout ce qui est voiture autonome et tout ça, parce que c'est une énorme puce, c'est un ordinateur en tant que tel. On a 72 cœurs, on a une puissance GPU abusée. Non, c'est vraiment pas pour une Switch mobile. Donc après ça, on a eu Atlan qui était basé sur Ada Lovelace, donc les RTX 4000, mais ça a été annulé. Et puis après, on a Thor. Mais Thor, toujours basé sur Ada Lovelace, n'arriverait qu'en 2025. Et le truc avec Nintendo, c'est que ils utilisent rarement des puces qui viennent de sortir. Tout comme la Switch 1, ils avaient utilisé une puce qui datait un petit peu, mais ils vont faire certainement la même chose parce que c'est moins cher. Ils ont aussi la garantie que tout fonctionne bien. Donc oui, Nintendo en général préfère juste faire ça. Maintenant, ça ne les empêche pas. Pour la Switch 1, je vous rappelle qu'ils étaient sortis de la Wii U qui était juste assez mauvaise. Donc les gens étaient un peu déçus et tout. Donc ils n'avaient pas la garantie forcément que leur nouvelle console serait un succès. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils ont juste choisi vite fait Nvidia ici, qui avait pas mal de Tegra X1 qui traînaient. Mais maintenant, ils ont un peu plus de pouvoir peut-être de négocier avec Nvidia, dire « Hey, on a vendu autant de Switch, la Switch 2 va être populaire aussi, fais-nous une puce spéciale, fais-nous quelque chose qui, pour un bon prix qui est vraiment puissant. » Donc c'est pour ça que apparemment ce serait cette puce Tegra T239 basée sur Orin qui aurait 1536 coups d'accord. Et si vous regardez sur la page Wikipédia, en tout cas sur Wikipédia, il n'y a aucune configuration qui est similaire à ça. On a une version 2048 coups d'accord, 1792 et puis 1024. Donc ce serait entre ces deux-là. Et du coup, si on doit estimer aussi la puissance, vous pouvez voir que la puce avec 1792 coups d'accord a une puissance quand même brute de 3,3 teraflops en FP32, ce qui ne veut pas dire grand-chose si vous n'y connaissez pas trop, mais pour vous resituer, la PlayStation 4 Pro, en tout cas la puce de la PlayStation 4 Pro, a une puissance en FP32 de 4, basiquement 2 teraflops. Donc, c'est pas si loin, mais c'est avec 1700 coups d'accord, donc ce sera encore un peu moins puissant que ça. Donc ce serait plus dans les 2 à 3 teraflops en FP32. Certaines personnes vont être déçues que « Oh, la Nintendo Switch,
n'arrive même pas à égaler la puissance d'une PlayStation 4 Pro, c'est vraiment honteux. Mais le truc, c'est que c'est juste la puissance brute. Derrière, si vous avez DLSS, notamment qui va faire beaucoup de travail pour Nintendo, et ça va être très utile pour une console avec justement peut-être où vous tournez juste en 720p ou en 1080p, Nintendo pourrait juste prendre ce 1080p et le remettre en 4K, comme c'est déjà fait actuellement avec DLSS sur PC fixe, et avoir un très bon résultat honnêtement. Donc ça, c'est ce que je vois arriver. Même si la puissance brute n'est pas la plus intéressante, et ça n'a jamais été le but aussi de Nintendo. Je vous rappelle, Nintendo ne vise pas le plus de puissance, il vise juste plus le gameplay, avoir quelque chose d'intelligent derrière, bien utiliser le hardware pour faire quelque chose d'un peu unique, et c'est le cas de la Switch. Eh bien là, ce serait une puce tout à fait adaptée. C'est un peu dommage du coup que c'est basé sur Ampere, parce que Ampere est toujours gravé en 8 nanomètres par Samsung, et c'est pas le meilleur processus de gravure, en tout cas en termes d'efficacité énergétique, ce qui est quand même assez important pour une Switch, vu que c'est un appareil mobile. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux que la Switch 1 qui commence à vraiment dater, surtout au niveau du CPU. Et c'est là que j'espère qu'on aura une bonne upgrade. On a quelques informations quand même sur le CPU utilisé sur ces puces Orin, et ce serait un Cortex A78AE qui évidemment est beaucoup plus puissant que... Alors sur la Tegra X1, qu'est-ce que c'était? Oh oui, c'était un Cortex A57. Oui, ça commence à dater. Donc là, ça devrait quand même donner un bon petit boost de puissance. Après, tenez compte, ces puces de chez Nvidia, leur force, c'est pas le CPU, vraiment. Ils utilisent des bêtes cœurs de chez ARM avec très peu de différence. Donc c'est basiquement stock. Donc c'est pas les plus puissants par rapport à un Snapdragon ou autre chose. Voilà. En plus, c'est des Cortex A78. Depuis, on a les Cortex évidemment X1, X2, X3 qui sont encore beaucoup plus puissants. Donc ouais, ne vous attendez pas à un truc méga puissant. Je pense que la plupart des processeurs de smartphones mobiles en CPU en tout cas sont plus puissants que cette puce. C'est au niveau GPU vraiment ça va faire la différence ici bien sûr. On est aussi sur la LPDDR5, ce qui est assez intéressant selon moi, mais voilà. D'ailleurs, ces puces-là utilisent... Vous pouvez voir que la version 1024 quad-core utilise carrément même 16 Go, mais je crois pas que Nintendo ait besoin de 16 Go, surtout qu'ils ont tendance à un petit peu être radins avec la mémoire. Ça, c'est des puces plus professionnelles. Pour un appareil grand public, ouais, je vois plutôt Nvidia mettre 8 Go dedans. La Tegra X1 avec 4 Go, passer à 8 Go serait suffisant en quelque sorte. Après, s'ils mettent 16, ce serait génial, mais j'y crois pas trop. D'ailleurs, pour les plus observateurs, tant que je parle d'NVIDIA, vous pouvez voir que j'ai remis un GPU NVIDIA pour le moment. Et c'est dû tout simplement au fait que dans la dernière mise à jour de driver AMD, qui a fixé en réalité les problèmes de consommation sur le bureau, ça c'est plutôt cool pour les RX 7000, mais ça a aussi introduit un problème sur l'encodeur AMD, que j'utilise souvent. Parce que là, par exemple, j'enregistre une vidéo, j'utilise l'encodeur NVIDIA pour enregistrer cette vidéo, et avant, j'utilisais l'encodeur AMD. C'est pratique, ça évite d'utiliser le CPU, ça consomme moins et tout ça, ça chauffe moins. C'est bien mieux. Mais l'encodeur AMD, je ne sais pas pourquoi, dans DaVinci Resolve, si je mettais une vidéo 60 fps enregistrée par cet encodeur, DaVinci Resolve pensait que c'était du 30 fps. Et avant la mise à jour des drivers, j'avais pas ce problème. Donc c'est certainement dû en partie au fait de cette mise à jour de driver et de DaVinci Resolve. C'est le genre de truc qui mériterait d'avoir un driver spécial créateur de contenu qui teste ce genre de choses sur DaVinci Resolve. Nvidia le fait notamment, mais AMD ne le fait pas vraiment. Je suis pratiquement sûr que ça va être réglé dans la prochaine mise à jour, mais en attendant, ça m'embête un petit peu. Et comme j'avais sorti la 7900 XTX pour tester la 4080 Super, je me suis dit, pourquoi pas mettre la 4090 en attendant, voir si tout va bien. Bon, j'ai un autre problème avec Nvidia, donc oui, je ne suis pas en mode « Oh, AMD buggé, j'ai remis Nvidia ». Non, j'ai aussi un problème avec Nvidia, donc, mais un problème totalement différent. Là, c'est quand je mets Minecraft en plein écran, ça flash l'écran en noir parce que ça change. La résolution bureau n'est pas la même que ce que Minecraft met en plein écran, sauf que j'ai regardé, c'est la même résolution, le même taux de rafraîchissement, donc je ne sais pas ce qui change, j'ai toujours ce problème-là. Depuis très longtemps, des fois il vient, il part, des fois selon... Par exemple, sur AMD, selon comment je branche mes écrans, j'arrive à l'éviter totalement. Sur Nvidia, même en changeant la disposition des branchements d'écran, ça ne fait rien. Donc, je ne comprends pas des fois. Mais c'est très embêtant parce que l'écran 42 pouces que j'utilise est hyper lent pour changer de source ou changer de résolution. Je ne sais pas pourquoi. Tous les écrans au-dessus de 40 pouces, ils sont hyper lents pour ça. Il lui faut genre 7 à 8 secondes. Donc, c'est-à-dire que si je mets Minecraft en plein écran, je suis en train de jouer en plein écran et je suis en mode « Oh !»
je vais aller changer la vidéo YouTube que je regarde sur mon écran secondaire. Je fais Alt-Tab. Il me faut 8 secondes pour revoir l'image de mon écran principal réapparaître. Parce qu'il flash au noir et il faut 8 secondes pour qu'il remette l'image. Parce qu'il change de résolution en quelque sorte. Sauf que la résolution, comme j'ai dit, est la même, le taux de rafraîchissement est le même, donc je comprends vraiment pas. Si quelqu'un a une solution, ce serait génial, parce que, oui. En attendant, j'utilise Borderless Gaming, qui est un programme pour mettre en plein écran fenêtré Minecraft, mais c'est pas idéal parce que Minecraft en plein écran fenêtré, vous n'avez pas les mêmes performances qu'en vrai full écran dédié, donc voilà. Je sais que c'est très first world problem. Oh, ouin, j'ai des problèmes sur mon énorme GPU et mon énorme écran, mais quand même, c'est assez embêtant. Donc, ouais, quoi qu'il arrive, juste pour dire, peu importe la marque de GPU, il y a toujours des problèmes. Ensuite, toujours en parlant d'NVIDIA et aussi un petit peu d'IA, vous avez NVIDIA qui a sorti Chat with RTX, qui est basiquement votre propre chat GPT local. Donc oui, c'est un programme qui tourne seulement sur votre PC, sur évidemment une carte RTX, et il n'y a aucune communication qui est faite avec le web. Donc vous pourriez même débrancher Internet et le faire fonctionner sans aucun problème. Bon, à part si vous lui demandez des choses qui requièrent, s'il fallait rechercher sur Internet. Mais bref, dans tous les cas, ça tourne en local et ça veut dire surtout que vous avez le contrôle de votre donnée ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que je pense que l'un des problèmes de ChatGPT et toutes ces IA chatbots, c'est que vous ne savez pas où finissent vos données. Donc si vous voulez générer peut-être des trucs sensibles, si vous voulez faire un rapport avec des données sensibles de votre entreprise via ChatGPT, partez du principe que vous avez donné vos données sensibles à ChatGPT. Donc vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser pour ça. Donc là, avoir quelque chose qui tourne en local, ce serait évidemment bien mieux. Du coup, apparemment, il faut une RTX 3000 ou 4000 minimum avec au moins 8 Go de VRAM. Et pour le moment, ça utilise du coup un modèle qui s'appelle Mistral 7B Int 4, qui, selon les tests ici d'Ars Technica, a des petits problèmes. Des fois, ils ont des crashs, ce genre de choses. Mais quand ça marche, ça vous donne justement des résultats similaires à ChatGPT 3, qui était sorti en 2022, début 2023. Donc, pas aussi bon, évidemment, que ChatGPT 3.5 ou même 4, mais quand même pas trop mal, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé cette version-là de ChatGPT pour faire des choses, faire leurs devoirs, par exemple, et ça marchait très bien. Donc, ma foi, n'hésitez pas à tester si vous avez une carte RTX compatible. C'est assez intéressant, selon moi, de justement arrêter de tout mettre sur le web et de faire tourner sur nos propres machines. Moi, je trouve ça beaucoup plus mieux, en fait. Et ça donnera aussi la possibilité de faire beaucoup de choses avec ça. Ça veut dire aussi que forcément, comme ça tourne sur votre machine, vous n'avez pas vraiment besoin de payer, même si il pourrait toujours faire un abonnement dans le futur ou autre chose, mais c'est-à-dire que vous avez le contrôle, quoi. Donc si vous voulez faire un maximum d'applications en local ou autre chose, je sais pas moi, faire un chat avec un assistant vocal ou autre chose. Il y a des gens qui ont fait un assistant vocal qui utilise ChatGPT pour parler, mais ça utilise le web du coup. Mais là, vous pourriez le faire en pur local. Ça pourrait être hyper intéressant. Donc, quoi qu'il arrive, très intéressant. Mais évidemment, c'est plus pour tester ici. Donc, il faudra voir ce que ça donnera dans le futur, s'il y a plus de personnes qui font ce genre de choses ou si NVIDIA continue d'améliorer cet outil-là et le rend tout à fait disponible à tous ceux qui le veulent, toujours de manière gratuite. Ensuite, tant qu'on parle d'IA en local, pourquoi pas avoir votre assistant vocal qui tourne aussi en local, ne plus utiliser le web et juste être tranquille. Vous n'avez pas Internet ou je sais pas quoi, genre votre Internet est down, mais vous pouvez toujours utiliser votre assistant vocal. Jusqu'à maintenant, pour moi, je ne savais pas que c'était possible, mais apparemment aussi. Donc dans Home Assistant, c'est évidemment un programme open source que vous pouvez par exemple installer sur un Raspberry Pi ou n'importe quel genre de petit PC qui ne consomme pas trop, comme ça c'est pratique, et qui vous permet d'automatiser la plupart des choses dans votre maison, en tout cas si c'est intelligent évidemment. Donc si vous voulez contrôler vos lampes Philips Hue, si vous voulez contrôler des détecteurs, ce genre de choses, Home Assistant vous le permettra. Et donc Home Assistant évidemment, il me semble qu'il supporte déjà Matter, mais ils le supporteront pleinement. Vous avez le support de Zigbee, ce genre de choses. Donc vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec Home Assistant. Donc c'est hyper intéressant. C'est pas forcément le plus facile à prendre en main, mais quand vous avez pris l'habitude, ça va. C'est ce que je voudrais utiliser pour ma Smart Home aussi, donc j'y regarderai personnellement. Et donc, je ne le savais pas trop, mais en 2023, l'un des goals de Home Assistant, c'était d'avoir leur propre assistant vocal. Et ça marche.
Ils ont réellement un assistant vocal que vous pouvez utiliser. Il marche surtout bien en anglais. Si vous avez d'autres langues, c'est voilà. Et surtout, ben, il reste un peu buggé. On va être honnête, c'est pas au niveau de Google Assistant d'autres choses. C'est moins un assistant, c'est plus un système de contrôle vocal. Donc vous pouvez lui dire des choses très basiques, dire allume cette lampe, ferme cette lampe, ça va, il arrivera à comprendre. Mais si vous commencez à lui demander des choses un peu trop compliquées, il va juste être en mode non, j'ai rien compris. Il y a des bugs, il y a clairement des améliorations à faire. Donc ils veulent justement, il y a des to-do list. Je vous rappelle que le programme est open source, donc ils ont justement une to-do list où ils invitent aux gens, si vous voulez améliorer le support. Si vous voulez améliorer cette fonctionnalité dans Home Assistant, vous pouvez le faire, ma foi. Et du coup, dans la to-do list, c'est mieux nettoyer l'audio pour mieux comprendre la voix de quelqu'un, parce que des fois, ben, la personne parle loin de l'appareil. Rajouter le support justement de micro qui détecte le son de plus loin, ce genre de choses, quoi. Donc, et améliorer le support, évidemment, des autres langues. Donc ça demandera encore beaucoup d'amélioration, mais quoi qu'il arrive, ça montre que c'est tout à fait possible. Avoir votre propre assistant vocal local. Et ce qui est marrant, c'est aussi, vous pouvez juste mettre le mode trigger, le même que Alexa, mais vous pouvez mettre aussi Hey Jarvis ou ce genre de choses. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ma foi, si ça devient bon, je pourrais utiliser ça personnellement. Même si pour moi, le meilleur combo que vous pouvez faire à l'heure actuelle dans votre smart home, c'est Google Home avec Google Assistant pour le côté facile, très simple à configurer certaines choses ou à contrôler certaines choses. Et puis Home Assistant par derrière qui gère les automatisations, qui gère les choses plus complexes. Et avec ces deux-là, ben, ça vous donne selon moi la meilleure smart home. Vraiment, vous pouvez faire des trucs très poussés, très intelligents avec Home Assistant. Et puis Google Home vous permet de juste pas trop vous préoccuper, juste dire hey, Google fait ci, fait ça, et ça fonctionne, quoi. Donc ça, je pense que c'est le combo que je vais choisir personnellement, mais si Home Assistant améliore leur assistant vocal, peut-être juste passer à ça en fait. Ensuite, on a une news qui concerne le troisième lancement de test de Starship de SpaceX, qui est évidemment la nouvelle fusée que développe SpaceX, qui a pour but d'être 100% réutilisable. Donc, on avait eu deux tests. Le premier, évidemment, avait fini avec le pad totalement détruit, la fusée qui avait explosé en l'air, mais c'était hyper impressionnant quoi qu'il arrive. Le deuxième test avait été un peu plus intéressant parce que là le pad avait survécu notamment parce qu'ils avaient installé une plaque en métal avec plein de jets d'eau qui sortaient et ça avait permis au pad de survivre assez bien. Et aussi du coup on avait eu le hot staging. L'introduction du hot staging, c'est justement, si vous regardez sur le booster là, il y a des énormes, on dirait des fenêtres ou des grilles là. On voit pas trop mon pointeur dessus en réalité, mais sur la caméra de droite au milieu. Et donc le hot staging permet au ship d'allumer ses moteurs tout en étant toujours basiquement attaché au booster et de juste se séparer en utilisant la puissance de ses moteurs. Beaucoup de fusées, les fusées russes utilisent souvent ça, mais beaucoup de fusées, ce qu'ils utilisent, c'est soit des explosions pour juste exploser les pins qui maintiennent le deuxième étage au premier étage et juste hop, ça se sépare naturellement. Ou des fois, ils utilisent des systèmes hydrauliques. Au début, SpaceX voulait utiliser juste un principe assez simple, c'est juste faire tourner le booster sur lui-même et en détachant avec un système hydraulique le ship, il se serait juste séparé naturellement. C'est ce qu'ils utilisent notamment pour les lancements de leur satellite Starlink. Ils les séparent comme ça en faisant tourner du coup le second étage. Ça marche plutôt bien. Là, ils avaient essayé, ils n'étaient pas convaincus. Donc ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est un staging et ça permet aussi en réalité de gagner un petit peu en ce qu'ils peuvent amener en orbite parce que du coup, bien souvent les fusées qui utilisent des systèmes où vous avez des explosions ou autre chose, bien souvent ils éteignent le booster. Donc c'est-à-dire que le booster va ralentir un petit peu, donc ils perdent de l'énergie. Et puis après le second étage se détache. Non, là, avec le hot staging, ben, vous pouvez toujours avoir le booster qui continue et puis juste allumer le second étage et hop, il se sépare et il est parti, quoi. Donc ça permet de ne pas avoir ce moment où il n'y a aucune propulsion et vous perdez de l'énergie. Donc vous pouvez mettre un petit peu plus en orbite grâce à ça. Et c'est pour ça que les Russes le font, hein, pour information. C'est plutôt une bonne chose à faire si vous arrivez à le faire en tout cas. SpaceX avait réussi à le faire avec le vol 2 en tout cas. Et
Mais après ça, on avait eu une explosion notamment du chip. On a eu la raison pour laquelle ça a explosé d'ailleurs. Apparemment, il restait de l'oxygène, de l'oxygène liquide. Ils ont voulu ventiler cet oxygène liquide, mais ça a causé une explosion. Donc, en gros, comme Elon Musk l'a dit, c'est s'ils avaient eu un satellite ou même juste un bloc de béton pour simuler un satellite à bord de ce chip, ben, ils n'auraient pas eu le problème parce qu'ils n'auraient pas eu beaucoup d'oxygène liquide à ventiler, il n'y aurait pas eu d'explosion. Donc, c'est un petit peu ridicule quand on y pense comme ça, mais aussi logique, surtout que c'est un prototype, donc ma foi, voilà. Quoi qu'il arrive, du coup, on en arrive au troisième lancement. Ce sera du coup sur le booster pour information 10 ainsi que le chip 28, si je me souviens bien. Et du coup, on a des améliorations, bien sûr, par rapport au deuxième lancement. On a toujours le hot staging aussi, c'est assez important. Et donc là, ben moi, personnellement, ce que j'espère de ce lancement, c'est le fait qu'ils arriveront à atteindre une orbite presque stable, parce que le but, c'est pas d'atteindre une orbite stable, donc de ne pas être en 100% en orbite, parce que s'ils ont un problème après ça, c'est-à-dire qu'ils ont un chip qui tourne autour de la Terre et qui ne contrôle plus, et ce chip a un bouclier thermique. Donc imaginez, il ne le contrôle pas, le truc continue de tourner, et puis au bout de quelques jours, à cause de la friction de l'atmosphère, parce qu'il y a toujours un petit peu d'atmosphère à cette hauteur-là, il redescend sur Terre, et là, il redescend au-dessus d'une ville, il arrive à résister à la descente dans l'atmosphère, il tombe dans la ville quelque part. Ce serait plutôt mauvais, genre très mauvais. Donc, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils vont atteindre presque une orbite stable. Ils vont juste se mettre à la limite d'une orbite stable et puis, en gros, le chip redescendrait au niveau d'Hawaï et retomberait dans l'océan. Et donc là, ça leur permettrait aussi de voir la réentrée dans l'atmosphère du chip, voir si tout va bien et tout ça. Donc, idéalement, c'est ce qui arriverait. Mais évidemment, juste une orbite pseudo-stable, ce serait déjà vraiment une bonne news. Aussi, ce qui serait intéressant de voir, c'est le booster peut-être revenir dans l'océan ou autre chose. Hein? Voir s'ils arrivent à le faire assez bien avec cet énorme booster, rallumer les moteurs pour le ralentir ou autre chose, ça j'aimerais bien voir. Mais bon, quoi qu'il arrive, une chose est sûre, ce lancement arrive très prochainement. Pour information, ça pourrait... Donc ils ont déjà fait un wet dress rehearsal, c'est en gros, ils ont fait tout un lancement. Ils testent vraiment, ils mettent le carburant, le comburant et tout ça, ils mettent tout. Ils sont prêts à faire le lancement et puis ils s'arrêtent juste avant de faire le lancement. Et donc ils ont fait un premier test qui n'a pas été totalement fini, donc ils vont certainement en faire un autre très prochainement, et donc le lancement serait prévu pour début mars. Donc début mars, on devrait voir le troisième vol de Starship, et personnellement, j'ai vraiment hâte. Si ça a une heure potable, raisonnable, et que je suis disponible, je vous ferai un live, mais c'est pas garanti honnêtement. Parce que des fois, ils font les lancements très tard ou très tôt ou autre chose, donc il n'y a aucune garantie là-dessus. Mais une chose est sûre, très impatient de voir ce que ça va donner, et j'espère qu'ils arriveront à avoir cette orbite presque stable, parce que j'en ai marre un petit peu de voir les sites de news en mode wow, la nouvelle fusée de... Déjà, c'est toujours la nouvelle fusée d'Elon Musk, parce que voilà, c'est pas SpaceX, c'est Elon Musk, hein, toujours. La nouvelle fusée... Oh, j'ai freeze. Je viens de voir que ma caméra a freeze. Génial. Et je suis de retour. Je sais pas pourquoi des fois ça freeze sans aucune raison. Bref. J'en ai marre de voir ces sites d'actualité qui sont en mode oh, la nouvelle fusée d'Elon Musk, encore ratée, autre chose. Alors que, oui, ils n'ont pas réussi tout ce qu'ils voulaient faire, mais ils apprennent évidemment énormément sur chaque lancement. Et le truc que les gens oublient, c'est que là, vous avez un booster et un chip de fini sur le pad de lancement. Ils en ont encore genre 3-4 boosters pratiquement finis dans le hangar juste à côté. Genre c'est abusé le nombre de prototypes qu'ils ont, qui sont prêts à juste utiliser en fait pour faire un vol de test. Vraiment, ce qui les ralentit le plus ici, limite, c'est tout ce qui est procédure légale. Genre les autorisations de lancement et tout. Donc c'est juste pour dire. S'ils perdent ce prototype aussi, et ce sera le cas, hein. Le but de ce prototype, c'est de finir dans l'océan, les deux parties, quoi qu'il arrive. Même s'ils perdent ce prototype avant d'atteindre leur objectif, ils auront appris les choses et ils ont déjà le prototype d'après qui est déjà prêt. Donc, yep. On verra bien ce que ça donnera, quoi qu'il arrive, début mars. Moi, je suis impatient et j'espère qu'ils, comme j'ai dit, ils atteindront presque une orbite. Ensuite, on a des news un petit peu hardware avec notamment le 5700X 3D qui a été testé ici par overclocking.com, excellent site francophone d'hardware que je vous invite à regarder. Je ne vais pas montrer l'entièreté de leur test ici, je vais juste montrer une charte graphique qu'ils ont montré un petit peu, mais je vous invite à regarder le test en entier si vous êtes intéressé par ce processeur. Et globalement, ce 5700X 3D
est pas si loin d'un 5800X3D, genre vraiment pas très loin. Il est à peu près au même niveau aussi du 7600X, qui est pas mal pour un processeur techniquement avec une architecture vieille de je ne sais combien d'années. C'est vraiment pas mal, hein. Et le plus intéressant, c'est que du coup, forcément, il sera moins cher que le 5800X3D. Donc ça pourrait être une alternative parfaite pour faire un upgrade sur votre vieux PC en AM4. Juste lui donner un second souffle, mettre une meilleure carte graphique dedans et vous seriez bon pendant des années. Il y a eu aussi des tests des APU, notamment en 8000, donc notamment le Ryzen 7 8700G. Comme vous pouvez voir, c'est pas forcément les plus rapides au niveau CPU pur, si vous mettez une carte graphique dédiée avec. Non, leur but, c'est vraiment la partie graphique intégrée, notamment sur le 8700G, est juste hyper puissante, genre vraiment puissante. Elle est au niveau, dans les tests qu'on a vus, d'une GTX 1650. Genre, une carte graphique dédiée dans un CPU. Donc ça peut être très intéressant pour certaines personnes qui auraient besoin de cette puissance. Vous avez aussi l'encodeur AV1 intégré apparemment, donc ça peut être très intéressant pour faire un mini PC capable d'encoder de l'AV1. Ce serait génial. Pour le gaming pur, avec une carte graphique dédiée, oui, c'est pas forcément le meilleur choix. Prenez plus d'autres CPU à côté, vous aurez des meilleures performances. Et aussi, alors, overclocking.com l'ont pas testé, mais le 5700, non 3D, non X, 5700 tout court, a été testé. Et là, c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Si vous voyez ce CPU en promotion, vous pourriez dire « Oh, intéressant ». Non, vraiment pas. Le truc, c'est que AMD, c'est une honte. Ils ont fait un petit peu ce qu'ils ont fait avec d'autres processeurs Ryzen 5000. C'est qu'ils ont mis tout simplement moins de cache. Donc, ils ont mis moins de cache L3 sur ce CPU. Et donc, il arrive des fois, en fait, même souvent, il se fait dépasser en performance dans les jeux vidéo par le Ryzen 5600X ainsi que le 5600. Donc, c'est juste honteux, en fait. Et ils ont tellement bridé le cache L3 pour économiser de l'argent que ça a cassé l'intérêt de ce CPU. Donc, oui, si vous voyez le 5700, aucune valeur de l'acheter selon moi, à part si, évidemment, il était vraiment pas cher, mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Par contre, le 5700X 3D, ça peut être un très bon choix si, en tout cas, vous l'avez moins cher que le 5800X 3D. Si vous avez un 5800X 3D, enfin, si vous pouvez en trouver un pour le même prix, évidemment, prenez le 5800X 3D. Et enfin, nous avons une autre news au niveau hardware avec l'arrivée d'un possible i9 14900KS de chez Intel qui pourrait arriver au milieu du mois de mars. Et ce nouveau processeur, du coup, serait un petit peu plus rapide que le 14900K qui boostait jusqu'à, pour information, 6 GHz. Et lui, il pourra booster jusqu'à 6,2 GHz. Est-ce que ça va faire la différence par rapport à AMD? Pas vraiment, on va être honnête. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est sur votre facture d'électricité. Parce que dans un test de chez OCCT, donc sur le benchmark OCCT, le processeur est monté jusqu'à, en pleine charge, 409 watts. 409 watts juste sur le processeur, rien d'autre, hein. Pas la carte graphique en plus, tout ça. Juste le processeur, 409 watts. C'est la consommation électrique d'une RTX 4090 en pleine charge. Donc, c'est abusé. Vraiment abusé. Je sais même pas qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça, mais apparemment Intel. Dans tous les cas, le TDP de base est annoncé à 150 watts, contrairement aux 125 watts du 14900K. Évidemment, ça c'est sans boost, sans rien du tout. Ce TDP, vous l'avez jamais. Surtout que la plupart des cartes mères en Z790 et tout ça, bien souvent appliquent des trucs qui overclock automatiquement le processeur. Donc oui, vous ne verrez jamais ces 125 watts. Et là, comme vous pouvez voir, ils ont déjà augmenté de 25 watts par rapport au TDP de base. Donc oui, ce processeur va être parfait. Si vous vivez au pôle Nord et que c'est l'hiver, bon, ça, en réalité, c'est l'été qui arrive. Si vous vivez au pôle Sud, l'hiver arrive, vous voulez vous chauffer, ça peut être un excellent choix. Peut-être même faire des plaques de chauffage avec, je sais pas moi, faire cuire des œufs. Si vous avez un restaurant, peut-être, hein, juste un 14900 KS sous chaque plaque de cuisson, ça peut être pas mal. Bref, dans tous les cas, j'arrête les blagues ici. Ouais, ce processeur certainement ne va pas être le plus intéressant. 200 MHz en plus ne va pas faire la différence par rapport à AMD plus que ça. Oui, peut-être dans certains cas, ça va le remettre devant AMD, mais à quel coût? Genre, le sacrifice derrière en consommation est juste abusé. 409 watts en pleine charge.
Non, non. Et enfin, je voulais faire une petite update par rapport à ce que j'ai demandé la semaine dernière. Je vous ai demandé en fin de vidéo à ceux qui connaissaient peut-être un interrupteur intelligent qui fonctionne avec Philips Hue, mais qui reste un interrupteur physique. J'ai eu pas mal de suggestions, donc merci à vous. Ça m'a fait aussi réaliser que j'étais peut-être un peu trop fixé sur le fait d'avoir justement un interrupteur physique, parce que moi je me disais, mais je veux un interrupteur physique parce que je me dis, mais si je dois changer l'ampoule, j'aimerais vraiment éteindre l'électricité, j'aimerais couper l'électricité sans devoir aller dans le panneau électrique évidemment, donc avoir un interrupteur permet de le faire, ou si je change l'applique, donc si je change là où je mets l'ampoule, ben, j'aimerais avoir un interrupteur, mais je me dis, ai-je vraiment besoin de ça en fait? En réalité, ben, je pourrais juste avoir une sorte de télécommande. Je pourrais aussi toujours garder les interrupteurs physiques, mettre la télécommande par-dessus et utiliser seulement les interrupteurs physiques quand... Mais là, j'aimerais quand même bien l'avoir, c'est que ben, si je quitte pendant, je sais pas, moi je pars toute la journée, j'ai pas besoin que les lampes restent allumées, enfin, restent sous tension mais éteintes. J'aimerais juste qu'elles soient éteintes en fait, parce que ça me rassure pas d'avoir un truc qui techniquement tourne en permanence. Donc, quand je pars, j'aimerais pouvoir les éteindre vraiment. Mais après, à côté de ça, j'aimerais que ce soit simple d'utilisation parce que si vous avez quelqu'un qui vient et qui ne connaît pas le système, il faut qu'il puisse juste atteindre l'interrupteur, appuyer et ça fonctionne, quoi. C'est ça que je me dis, j'aimerais que ce soit facile, mais aussi que ça me permette de toujours éteindre physiquement l'électricité. Donc, je vais regarder dans vos suggestions, je vais essayer aussi de décider, peut-être être moins obsédé par le fait de pouvoir vraiment couper l'électricité. Je peux toujours techniquement le faire dans le panneau électrique, même pour faire de la maintenance en tout cas. Mais oui, j'aimerais juste peut-être cette possibilité de couper l'électricité aussi quand je suis pas là, donc ça je verrai bien. Mais est-ce vraiment nécessaire? À mon avis, non. Il faudrait que je regarde en vrai avec un truc qui calcule la consommation électrique, c'est voir combien consomme une de ces ampoules quand elle est en veille. C'est probablement vraiment pas grand-chose, mais c'est quand même un peu de consommation, donc c'est ça que je me dis. Peut-être. Après, si je dois prendre un interrupteur 2 fois plus cher juste pour économiser un peu en consommation, c'est vrai que là, ça ne vaudrait pas la peine. Donc bref, dans tous les cas, je vais regarder. Ça ne presse pas là-dessus, honnêtement. C'est pas le plus pressant pour moi au niveau de l'automatisation. J'ai des trucs que je veux faire vraiment avant ça, mais je me disais autant commencer à regarder maintenant, comme ça ben, si je trouve quelque chose qui marche bien, je le fais directement et c'est fait. Ah aussi, je rappelle, le dock de vente. J'ai pas juste des caméras professionnelles sur le dock de vente, il y a aussi le bon vieux Go XLR qui est toujours en vente là-bas, donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Il faut que je rajoute d'autres trucs. J'ai encore fait un inventaire, j'ai pas mal de trucs qui traînent et yep, il faut que je m'en débarrasse. En attendant, c'est tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.